Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial qui change un petit peu de nos habitudes. Aujourd'hui, je serai avec Matt que vous avez l'habitude de lire plutôt que d'entendre. Mais là, on fait un épisode un petit peu spécial. On avait envie de mettre en avant un des travaux qu'il a fait. Alors vous l'avez pas vu sur les réseaux parce que c'était pas l'objet, mais il nous a créé tout simplement un Tour de France fictif qui part de Lille comme le Tour de France 2025 partira de Lille avec un enchaînement d'étapes. Et c'est vrai qu'il nous a balancé toutes les étapes et on s'est dit bah tiens, ça serait sympa du coup de prendre le temps de pouvoir décortiquer ce parcours fictif, mais voilà, pourquoi pas. Est-ce que ça pourrait peut-être inspirer certaines épreuves, en tout cas avec de très beaux cols, des villes étapes un petit peu inédites que tu nous as trouvées, Matt. Déjà Matt, bienvenue sur le podcast. Comment est-ce que ça va aujourd'hui? Salut Adri, ça va nickel, content de pouvoir parler de ça, de ce beau travail qui m'aura pris du temps, mais que j'ai fait avec grand plaisir. Ouais, c'est ce que tu me disais. T'es un passionné de parcours et du coup dessiner des étapes comme ça, surtout pour un grand tour, essayer de trouver du sens entre les ascensions, les enchaînements d'étapes, géographiquement aussi, ça c'est quelque chose qui te plaît bien. Moi, c'est ça, c'est surtout l'aspect géographique, parce que j'aime toujours découvrir des petits villages, des petites villes et tout, un peu à la Thierry Gouvenou. C'est quand je fais un parcours, ça me permet de voir telle ou telle route praticable ou non. Donc, c'est super intéressant de faire ça vraiment. C'est top. Du coup, on aura le temps d'en reparler plus en détail. Là, t'as construit 21 étapes et franchement, moi, il y a des étapes qui m'emballent beaucoup. On va faire une précision également parce qu'il y a deux, trois trucs assez marrants quand même dans ton parcours. C'est que tu nous as balancé ces profils et t'as créé ce parcours fictif du Tour de France 2025 avant la publication officielle du parcours là, qui était fin octobre par ASO. Et c'est important à préciser parce que après la présentation, tu t'es rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient quand même similaires au départ de Lille notamment. Tout à fait, tout à fait. Quand j'ai créé le parcours, je me suis juste fixé un truc à respecter, c'est les trois premières étapes. Parce qu'on le savait, les villes départ et villes arrivée, c'est les seules que j'ai respectées. Mm. Puis après, j'ai fait en fonction de l'affect, en fonction de là où ça me dirigeait. Et c'est vrai que ça, on en a bien rigolé en off, mais il y a pas mal d'étapes qui ressemblent grandement. Il faut pas le dire à tout le monde, mais je suis peut-être le fils caché de Thierry Gouveia. Ah voilà, c'est ça, c'est peut-être ça en fait. On a un Thierry Gouvenou-bis en tout cas dans l'équipe. C'est bon à savoir. On va rentrer sans plus tarder dans le vif du sujet. On a quand même 21 étapes à décortiquer avec la première. On l'a dit déjà et ça on le sait depuis un petit moment. Le retour d'un départ en France à Lille où tu nous as tracé une étape Lille de 181 km avec une petite incursion en Belgique où tu es allé chercher quelques monts. Tout à fait. Bon, déjà très content qu'on ait un grand départ dans le nord de la France. Ça me fait toujours plaisir. Et sur cette première étape, ça a été l'occasion pour moi de mettre quelque chose qui, après, s'est avéré ne pas être le cas dans le parcours officiel, c'est on est dans le nord de la France et on n'a aucune incursion sur des pavés ou des monts Flandriens. C'est quelque chose qui pour moi était important. Donc, j'ai fait une espèce de boucle, en fait, parce que Lille, c'est vraiment pas loin, en fait, de Oudenarde, qu'on connaît beaucoup, pour le Tour des Flandres, évidemment. Et bon, je voulais quand même une étape pour sprinter, donc j'en ai pas mis trop, mais j'en ai mis quelques-unes qui étaient très connues. Donc le Knotberg en français, c'est la côte de Trieux. Donc on le sait, c'est toujours un moment très important. Pareil sur la côte de Nokerke et au Tondberg. Donc voilà, histoire de mettre un petit peu de difficulté, et puis comme ça on aura une première petite lutte pour le maillot à poids. Donc ça peut être sympa. Et puis après, de toute façon, l'arrivée, elle est toute plate
juste à côté de la grande place de Lille. Oui, oui, bah c'est vrai que c'est important hein, dans ces constructions de premières étapes de aussi penser aux maillots à pois ou aux baroudeurs qui vont aller. Là, on sait déjà qu'il y aurait une échappée qui va se faire la guerre au début pour aller chercher justement ce maillot à pois. Et moi, ça me plaît bien aussi dans cette étape le fait que ça soit pour les sprinters. Euh, on a pu avoir tendance un petit peu ces derniers temps à aller chercher tout de suite une étape difficile, pas de haute montagne, hein, mais toujours avec des arrivées un peu compliquées. Et c'est bien aussi de donner la chance aux sprinters de porter le Oui, premier tout à maillot fait. jaune. Ben, c'est important de varier les profils et de ne pas rentrer dans des schémas caricaturaux où, bah, on le sait, durant les dernières années, quasiment tout le temps, on voulait donner le maillot jaune à Julien Lafilippe, ça on l'avait bien compris, ou à des coureurs comme ça, donc c'était un peu caricatural. Après, je dirais, le sprint intermédiaire que j'ai placé à Oudenarde, je l'ai mis pixel au moment où il y a la célèbre photo de Sylvain Chavanel qui se fait rattraper dessus par son coéquipier Tom Bonnen en 2011, un de nos chers drames nationaux. Ah là là, ouais, oui, et la victoire de Nick Merci, Mayens ouais, au merci la final. Omega, Ah là là, quel souvenir encore difficile à avaler plus de tout 13 à ans fait. après. Plus de 13 ans après. Donc après cette première étape, une boucle autour de l'île, on va partir un petit peu sur la côte. Alors on repart le lendemain pas très loin. Alors la prononciation, je suis pas sûr. Lovin-Planck. Ouais, Lovin-Planck. c'est exactement ça. L'auvin, le W dans le nord et nord-est de la France, bah, c'est W comme wagon. Comme Donc, wagon. Et ben Lovin-Planck sera la ville départ de cette deuxième étape en direction de Boulogne-sur-Mer. Et si les sprinters étaient à la fête la veille, là, il y a de grandes chances pour qu'il y ait un nouveau maillot jaune parce que t'as dessiné une étape alors qu'il fait déjà plus de 200 km, 208 km, plate dans son premier tiers. Et ensuite, un enchaînement de côtes caractéristiques de la région. Hein, ça fait jamais plus de 2 km, mais on a des gros pourcentages, des 6, 7, 8% de moyenne, euh, avec une arrivée quasi au sommet de la côte de l'hôpital dans le final, avec juste une petite redescente pour se jouer la gagne à Boulogne-sur-Mer, étape destinée aux punchers. c'est ça, et la descente, on va en reparler dans quelques instants. La première partie de l'étape, toute plate, parce que pour moi, c'était l'occasion de rendre hommage déjà au pays minier, en passant par des villes illustres comme Lens, on va passer devant le Louvre, etc. Et puis après, des villes importantes de courses dans le nord de la Coupe de France. Je pense à Lillers, où il y aura le sprint intermédiaire, le Grand Prix de la ville de Lillers. On passera aussi à côté d'Isberg, où il y a le GP d'Isberg, donc c'était important. Et puis après, vraiment, à partir de Campagne à Wardrek, c'est un chantier total. Je dirais que le moment vraiment important de la course, par contre, il interviendra dans la première boucle, c'est à partir de Saint-Étienne-au-Mont. Donc ça, c'est une course qu'on retrouvera en réalité sur le vrai parcours de l'étape là, la côte de Saint-Étienne-au-Mont. Moi, je l'ai mis en tant que 1,1 km à 7,4%. C'est plus réellement 900 mètres à 10%. Et puis l'accès final, donc après cette double ascension de la côte de Saint-Étienne-au-Mont. La côte de l'hôpital, pourquoi c'est pas une arrivée au sommet? Parce que j'ai envie que ce soit des punchers techniques. Donc c'est une descente dans une route à virage qui est hyper sinueuse. C'est vrai qu'en termes de sécurité, c'est pas forcément l'idéal, mais j'ai envie de favoriser la technicité de certains coureurs et puis pourquoi pas voir effectivement un changement de maillot jaune ou un super costaud qui pourrait sortir soit dans les côtes de Saint-Étienne-au-Mont ou pourquoi pas dans le final à la côte de l'hôpital. Ouais, c'est vrai parce que c'est difficile, mais ça va vite s'enchaîner dans le final. Donc on peut aussi imaginer des coureurs peut-être pas parmi les grands favoris, anticiper un petit peu et Et, partir à une vingtaine de kilomètres et là, à pour partir de Saint-Étienne-au-Mont sur la fin, quoi. oui et pourquoi pas une échappée, attention parce que comme tu l'as dit, ça s'enchaîne très rapidement. Difficile à contrôler. Est-ce que les équipes des favoris auront vraiment envie de contrôler dès la deuxième étape? On sait des fois c'est un danger de prendre le maillot jaune dès la deuxième étape. Ouais. Attention à une échappée pour gros baroudeur puncher.
Effectivement, donc arrivé, donc c'est là où tu as trouvé quelques similitudes avec le parcours officiel. Oui, tout à fait. Bah, la côte de Saint-Étienne-au-Mont et la côte de Erquelingue, si je dis pas de bêtises, sont exactement comme placées comme ceci sur le parcours. À la seule différence que moi j'arrive du sud de Boulogne-sur-Mer par Dèvres, alors que eux, ils arriveront par le nord de Boulogne-sur-Mer pour faire une boucle. Ok, Donc c'est juste ça la différence. petite, petite variation par rapport au parcours officiel. Le lendemain, bah, bien sûr, on reste dans le nord de la France avec un départ de Valenciennes pour une arrivée à Dunkerque. Euh, donc là, il n'y a qu'une étape promise aux sprinteurs, il y a qu'une petite incursion au Mont Cassel. Je suppose que c'est une fois de plus un hommage à une autre course du calendrier qu'on connaît bien dans le nord de la France. Mais les sprinteurs devraient se jouer à nouveau la victoire. Tout à fait. Qui d'ailleurs le Mont Cassel sera sur ce tracé qui est tout plat dans le Tour de France réel. Ils le prennent dans l'autre sens. Ils le prennent dans le sens des championnats de France qui avaient Côté sacré le plus dur. Madouas. C'est ça. Alors que moi j'ai pas envie que ce soit trop dur non plus. Donc bah première partie d'étape vraiment toute plate. On passe à nouveau par Denain. Donc hommage à une course que j'aime beaucoup, le Grand Prix de Denain. Donc qui oppose souvent Sprinter et Classic Man, un peu de second Mm. rang. Pareil à Auchy-les-Orchies, c'est un des secteurs Eh que oui. j'adore sur Mm, mm. Paris-Roubaix. Donc tout l'enchaînement Auchy-les-Orchies, etc. Donc que j'adore. Et puis oui, à partir de Loubergue, c'est tout plat. Je dirais que attention parce que Dunkerque, on est quand même au bord de la mer. Attention au vent. Étape potentielle bordure alors. Tout à fait. Bah, c'est ce qu'on avait vu d'ailleurs. Enfin, il y a l'étape qui est arrivée à Calais avec la victoire de Wout Ouais. van Aert. Même s'il part tout seul, ça arrive par grappe de 30 coureurs. C'était un sacré boxon dans le final. La quatrième étape, alors cette fois-ci, on va faire un petit déplacement pour partir d'Amiens et on arrive à Vers-sous-Corbie. Mais la particularité de cette étape, c'est qu'elle fait 21 km et qu'elle se courra en contre-la-montre par équipe. Tout à fait. Moi, c'est une épreuve que j'adorais quand j'étais petit, à l'époque de la Orica, Hmm. et la BMC qui écrasait absolument tout le monde, mais c'est une épreuve que j'aime beaucoup. La seule particularité, c'est que moi, ce sera le règlement Tour de France actuel. Je veux pas le règlement Paris-Nice qu'on a pu voir, Ouais. où on dirait un espèce de train de sprint sur 20 km et on Hmm. envoie quelqu'un en ligne de mire. Ça, je veux pas du tout ça. Je veux vraiment un beau travail d'équipe. Ce sera tout plat, ce sera le long de la Somme, parce que Amiens, c'est vraiment, il y a la Somme tout autour. C'est des paysages que moi j'ai bien connus, où j'ai fait pas mal de vélos, de sorties, et enfin, c'est magnifique. C'est une super porte d'entrée pour la Picardie. C'est pas une région qu'on traverse souvent dans le Tour de France, donc je voulais la mettre à l'honneur, et puis ce sera l'occasion de créer des premiers petits écarts. Pas de quoi créer des gros écarts, mais histoire de voir les forces en présence, parce qu'on est que à la quatrième étape. Il faudra être en forme. Oui, c'est vrai que la distance de 21 km pour un contre-la-montre par équipe, ça va se faire, ça va se faire très rapidement, donc il y aura pas 2-3 minutes d'écart. Mais, et donc, du coup, toi, au niveau du règlement, ce sera les 3, les 5, 4, 3, 4 ou 5 premiers coureurs. Tu t'avais Alors, réfléchi. ouais, sur les quatre premiers coureurs, pour Ouais, moi, équipe c'est de pas mal, 8, ouais. quatre premiers Mm. coureurs, ça peut être pas mal. Ça montre aussi quelles équipes ont des gros collectifs. Alors, Mm, mm. évidemment, on peut déjà prévoir à peu près qui, hein. Quand on voit les effectifs chrono, par exemple, de la Visma Leasebike, c'est terrifiant. Mais bon, on peut avoir des surprises. Par exemple, on sait qu'il y a des équipes qui ont beaucoup progressé en contre-la-montre par équipe, comme la Groupama FDJ, donc qui sait. Et ce sera pas forcément technique comme parcours. Non, non, ce sera vraiment sur des belles routes rectilignes le long Ouais. de la Somme. Il y aura un tout petit passage sur un pont, on va dire, juste avant, entre Aubigny et Fouillois. Mm. Mais bon, sinon, c'est vraiment, c'est Ouais, ouais, magnifique pour les rouleurs. c'est du coup. J'essaie de leur faire plaisir parce qu'ils ont tellement pas eu grand-chose à manger ces dernières années Ouais. aussi que voilà. Ouais, puis c'est mettre en avant l'esthétisme du contre-la-montre par équipe. Moi aussi, c'est une épreuve que j'aime beaucoup, que je trouve très,
très belle à regarder. On se rend pas compte à quel point c'est difficile et à quel point les coureurs sont à bloc quand on est dans notre canapé pour regarder ça. Mais, euh, mais voilà, moi, c'est un exercice que j'adore. On voit ceux qui sont à l'aise, ceux qui galèrent. Si tu retombes pas dans la roue du dernier coureur et que tu prends un petit écart, c'est un enfer pour arriver à recoller. Et on voit aussi en regardant les équipes faire un chrono par équipe, celles qui sont bien rodées, qui se sont bien entraînées à l'exercice, et puis celles qui arrivent un peu à l'arrache, où il y a des coureurs qui n'ont pas l'expérience. Et ouais, moi je trouve ça très sympa à regarder. Ah ouais, mais c'est important de remettre au goût du jour ce genre d'épreuve. Et puis aussi, 21 km, pourquoi? On pourra me dire que c'est court dans les commentaires, mais parce que aussi, je pensais aussi aux spectateurs. C'est-à-dire que même si moi je rêverais qu'on remette des chronos de 56 bornes, maintenant on est dans une optique de captiver l'attention du spectateur. Et bon, ça peut être un bon début de mettre des distances médiantes comme ça par équipe. Ok, on va pouvoir passer du coup à la cinquième étape, donc à nouveau une étape en ligne qui partira d'Abbeville pour arriver à Fécamp. Voilà, on est sur une étape qui est légèrement accidentée, mais il y a une bosse dans le final quand même qui devrait peut-être désigner un puncher sprinter type Van Aert peut-être. C'est exactement ce à quoi je pensais. Quand je l'ai conçu déjà, je voulais absolument passer par les côtes normandes du nord, donc par le Tréport, par Dieppe, par le pays de Caux, qui est un pays magnifique. On Mm, parle beaucoup du bocage mm. normand au sud, mais il y a aussi le bocage normand au nord, que moi j'adore. Pourquoi une arrivée punchy comme ça? Parce que l'arrivée qu'il y avait eu à Longwy, et l'arrivée qu'il y avait eu à Vittel également il y a quelques années, ces espèces d'arrivée en légère bosse, j'adore. J'adore parce qu'en fait, on voit absolument tous les coureurs se Mm. déchirer les jambes dans le lactique. On avait vu du Pedersen contre du Pogacar, du Groenewegen qui avait essayé de tenir et qui explose complètement à 500 mètres de la ligne. Enfin, on avait vu Demar aussi gagner à Vittel. C'est aussi l'occasion de voir des Brian Cocard, etc. Donc, il y a vraiment tous les coureurs qui peuvent absolument briller. Donc, j'adore. Et puis, c'est légèrement accidenté aussi pour que ce soit un peu casse-pattes pour les équipes qui voudraient trop contrôler à la cool. C'est aussi pour les faire travailler un petit peu. Ouais, intéressant du coup après deux étapes vraiment pur sprinter de varier effectivement le final. Le lendemain on reste dans la région avec un départ de Ouistreham pour une étape quasiment toute plate de 192 km, mais deux côtes dans le final qui peuvent à la fois servir de tremplin, permettre à certains sprinters qui passent bien les bosses de tenir pour une arrivée à Saint-Germain-des-Vaux. Tout à fait. Tout le début de l'étape, c'est on va dire en hommage familial, parce que j'ai de la famille qui vient de Normandie et c'est des lieux où j'allais passer des week-ends, tout ce qui est à Romanche, Ouistreham, évidemment, on aura reconnu aussi, c'est un hommage au débarquement de Normandie. Donc voilà, et puis après, on se fait plaisir au niveau culinaire, hein, on passe à Isigny-sur-Mer. Donc voilà, petit hommage à la crème fraîche et au beurre. Et voilà, c'est important pour Euh, les cyclistes. c'est important, voilà. Pour On dit souvent que surtout. Christian Prudhomme fait sa cave, et Oh. nous, on fait notre frigo. Voilà, c'est ça, pour éviter la fringale. Tout à fait, voilà. Un petit coup de beurre au 81e kilomètre et on est reparti. C'est une étape longue, donc ça va mettre en proie les équipes de sprinters et puis les punchers qui sont très endurants. Je pense par exemple à des Madouas, des Benili, pourquoi pas. C'est suffisamment dur, surtout la deuxième côte, la côte d'Erqueville, 1,4 km à 8,5%, avec le pied, avec des pourcentages à plus Mm. de 12-13%. Ça va être très difficile et on est à seulement 10 km de l'arrivée. De quoi suffisamment créer d'écart au sommet pourquoi pas, finir tout seul, surtout que l'arrivée étant faux plat descendant. Ouais, ça va aller très vite jusqu'à l'arrivée Dif- après. difficile pour une poursuite. Euh, donc, on va avoir une belle duel, mais un beau duel, pardon. Mais attention, ça m'étonnerait pas de voir des Philipsen passer pépère la bosse et mettre une claque à tout le monde. Et régler Sans tout le oublier monde. Binham Guermé qui, on le sait, passe Mm. excellemment bien les bosses. Ouais, c'est vrai qu'il y a des profils de sprinters que ça peut avantager parce que ça élimine de la concurrence dans ce genre de finale. Donc c'est aussi intéressant pour eux et puis dans un optique de bataille pour le maillot vert aussi de prendre pas mal de points.
tout à Euh, fait. on peut passer à la septième étape. Là, le départ sera donné de Saint-Méen-le-Grand pour arriver à Landerneau au-dessus d'une bosse de 3 km à presque 6% de moyenne. Une étape longue de 201 km avec un petit passage dans le dénivelé breton et notamment Mur de Bretagne. Alors toi, tu nous as pas choisi une arrivée au sommet, tu nous expliqueras peut-être pourquoi. Mais là aussi, on devrait retrouver du puncher, voire du baroudeur. Euh, Déjà, départ de... Bon, alors, la plupart des gens disent Saint-Méen-le-Grand. Je vais te dire ça, Alors, voilà, parce que moi, je connais très bien ce village, puisque dis-nous j'ai de la vraiment, famille voilà, qui en est originaire. Voilà, les intimes diront Saint-Main-Grand. Saint-Main-Grand. Voilà. Très bien. C'est aussi un hommage à Louison Bobet, qui vient de là-bas. Et puis, l'année prochaine, on fêtera les 80 ans de son doublé historique championnat du monde Tour de France 55. Ah oui. Euh, En tant que personne d'origine bretonne aussi, c'était pour moi important de mettre ça à l'appui. Il me semble que Jacques Anquetil aussi a des liens très importants avec Saint-Maingran. Donc, donc voilà, pour moi, c'était important de mettre cette ville à l'honneur. Et puis, quand j'ai vu qu'elle était dans le parcours officiel en tant que ville départ, j'étais comme un fou. J'ai envoyé un message à ma mère direct. J'étais très surpris de voir cette ville ici. Pourquoi pas d'arrivée à Mur de Bretagne? Parce que je trouve cette arrivée un petit peu trop utilisée sur les 15 dernières années, un peu à l'image de la planche des belles filles, et j'ai pas envie Mm. de tomber dans le caricatural, malheureusement. C'est-à-dire que Mur de Bretagne, on le voit beaucoup. On pourra me dire, oui, mais Landerneau, c'était l'arrivée de la deuxième étape du Tour 2021. Oui, mais Landerneau, c'est pas pareil, on la voit pas si souvent que Mm. ça, et puis la côte de Landerneau, elle est absolument mythique, bien plus que le Mur de Bretagne. C'est une course qu'on connaît depuis quasiment 80 ans. Donc voilà, et puis en plus, ce sera pas vraiment ça aussi le lieu, hein. Elle sera pas toute seule comme ça, Landerneau, ce sera pas qu'une course de côte, parce qu'il y a une petite bosse à peu près à 40 km de l'arrivée que j'ai pas répertoriée, mais qui est un véritable mur de 700 mètres à 9%, suivi de faux plats descendants jusqu'à la côte de la Martyre, qui est suffisamment difficile pour un peu casser les jambes. Et puis bah, Landerneau, moi j'ai encore cette image de Van Der Poel dans son maillot hommage Mm. à Poupou et je ne peux m'empêcher d'adorer cette arrivée au sommet. Donc même si là on ira un tout petit peu plus loin que d'habitude, Oui, on parce qu'elle arrivera était pas si longue la légèrement dernière sur fois, du plat. hein. Mm. C'est ça. On Ouais. arrivera légèrement sur du plat. Ce sera vraiment très dur au pied et ce sera vraiment, en fait, il faudra remettre du gros braquet dans les 200, 300 derniers mètres. Moi, c'est ça que j'aime dans les arrivées punchy, c'est aussi pas que les mecs qui sont capables d'accélérer au pied en effort 96, comme sur Pro Cycling Manager, mais des mecs qui sont capables vraiment de puiser dans le lactique et d'arriver jusqu'au bout. Donc voilà, sur cette étape, uniquement en Bretagne. Ouais, et en tout cas, il n'y aura pas un mètre de plat quasiment, et c'est vrai que Quasiment pas. ça va être très très casse-pattes. L'étape 8, alors là, ce sera moins casse-pattes, hein, on sent l'étape qui évite un long transfert. Peut-être tu vas nous dire départ de Vannes, arrivée à Nantes. Bon, on passe voilà, arrivée à 8 mètres d'altitude, 176 km. La voie libre pour les sprinteurs sur cette étape avec un petit sprint d'intermédiaire à Guérande à mi-parcours. C'est ça, parce qu'en fait, on est allé chercher du beurre il y a 2 jours à Isigny, mais comme on passe en Le Bretagne, beurre bah, il faut salé, c'est pas mal absolument quand le même. manger salé, tout Bah à oui, fait. Donc eh on oui. va aller là où on fait le meilleur sel, à Guérande. Après, on passera à la Baule, histoire de faire un petit hommage sympa. Voilà, la Baule, c'est aussi, affectueusement parlant, un endroit qui me parle. Voilà, j'y ai passé quelques jours quand j'étais plus jeune. Étape toute plate, étape sieste, évidemment. Il n'y a pas de risque de vent. Évidemment, on part de Vannes parce que oui, j'ai essayé de limiter un petit peu les transferts, écologiquement parlant. Moi, c'est quelque chose qui me dérange. Vous en aviez très bien parlé dans le débrief du parcours. Il y a beaucoup de transferts, c'est limite. Ils font plus de kilomètres de transferts Mm, que de mm, kilomètres de parcours. mm. Et puis après, bah, arriver toute plate à Nantes. Pourquoi j'ai choisi Nantes dans les Pays de la Loire? Parce que en fait, en me penchant sur les différentes préfectures, bah, alors oui, Laval, comme dans le parcours, en réalité, on y va très très peu. D'ailleurs, il me semble que c'est que la 3e ou 4e fois. Mais Nantes, on n'y va pas énormément non plus. À tel point que j'ai pas de souvenir comme ça en fait d'arriver à Nantes sur un Tour de France.
En tout cas, de moi de l'avoir vu. Alors, peut-être c'est parce que Hmm. j'ai un petit trou Bah, il amnésique, y en a mais peut-être. En fait, je crois que Nantes, si je me trompe pas, c'était au Tour de France 1903, au tout premier. Donc, du coup, en 2003, ils étaient repassés par toutes les étapes. Mais je ouais, sais pas si depuis, tu vois, on l'a revu en ville arrivée. Ça, je sais c'est pas. ça. Et Ça pourra se vérifier. Mais moi, j'avoue que ça me dérangeait un peu parce que bah, Nantes, c'est une des plus grandes agglomérations de France. En plus, ça peut être pas mal. On est étape 8, donc c'est toujours un moment où les coureurs, ils ont envie de se reposer, de se poser. On est dans une grande ville avec des bonnes infrastructures. Il y aura des très grands hôtels. Pour moi, ça peut être bien pour le repos des coureurs. Et puis, bah, c'est toujours sympa de passer dans les pays de la Loire, quoi. en 2008, ils sont arrivés pour la dernière fois à Ah, Nantes. Victoire de Samuel 2008. Dumoulin, d'ailleurs. Ah, magnifique. Mais ouais, depuis 2008, ils n'ont pas été ville étape ni même ville départ. Mm. Et, tu vois, donc Donc c'est effectivement, important de. il faut. C'est une bonne. En plus, il faudra avoir une étape sieste avant l'étape de veille de jour de repos. Et oui, et cette étape de veille de jour de repos partira du Mans pour arriver à Tours. Et là, t'aurais pu aussi décider une étape toute plate, mais t'as décidé de prendre un profil plutôt typé chemin blanc. Et une C'est longue ça. étape Alors, également, 224 km. très, très longue étape. Alors, il faudrait que je vérifie ça, mais sans nul doute, je pense que c'est mon étape la plus longue du Tour de France. Oui, c'est ça, c'est la plus longue. Toute une première partie d'étape jusqu'à Vendôme qui est vraiment toute plate. Il y aura un petit peu de vent parce qu'on sera dans les terres des Pays de la Loire. On sait que ça souffle toujours beaucoup, hein. On le sait à chaque fois qu'il y a eu des étapes à Saint-Amand-Montrond, qui est pas très loin, Châteauroux. Toujours, on Valverde entend s'en des. souvient encore. C'est ça, Valverde s'en souvient encore. Thibaut Pinot aussi s'en souvient encore. Également. Enfin, on sait, ça souffle, donc attention, ça peut favoriser des échappées, même si ce sera beaucoup trop loin, évidemment, pour faire des bordures. Et puis après, je voulais faire bah, l'étape des chemins blancs l'année dernière, mais ceux de Troyes, j'ai adoré, j'adore ça. Il y a pour moi même la plus belle photo du Tour de France de toute l'édition, où il y a Evenepoel, Vingegaard et Pogacar qui sont tous les trois l'un derrière l'autre. Enfin, moi, je voulais rendre hommage à une course que j'adore, Paris Tour. Course avec laquelle j'ai grandi tout pile poil juste avant qu'elle soit déclassée de son niveau World Tour et qui était vraiment bah, le rendez-vous des sprinteurs, enfin des giga coureurs. Genre moi c'est une course que j'aime beaucoup. En plus c'est un peu l'autre classique des feuilles mortes. Mm. C'est vraiment la course sympa qui va clore la saison que j'adore. Et je voulais pas non plus trop mettre de chemin blanc, donc je me suis limité à 10. Les 10, tout simplement, en fait, à partir de Limeray, oui, c'est ça, à Ouais, partir de c'est la côte de Limeray, premier, ouais. je reprends exactement les mêmes chemins blancs. En fait, à partir de Limeray, même à partir de Herbeau, en fait, c'est exactement le même final que l'édition de Paris Tour de cette année. Mm. À peu de choses près, c'est quasiment la même. Et Bon, puis à Tours, bah, on finit bien sûr sur la grande avenue. ah oui, avenue, oui. Donc, avenue Ah, Angers. Je me souviens plus le nom, avenue avenue de Gramont, Gramont. quelque chose comme Avenue ça. de Avenue Gramont. de Gramont, Mm. voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Donc voilà. Après, ça va favoriser. Pour moi, c'est une étape évidemment pour échapper, mais pourquoi pas pour baroudeur. Ça peut être également pour sprinter, parce que oui, il y a des côtes. Mais on l'a vu, bah, c'est Christophe Laporte qui a remporté l'édition cette Ouais, année, donc ça veut ouais. dire que ça peut être un sprinter qui tient, qui passe tout. Donc ça peut vraiment être super sympa. Et puis comme c'est une étape neuvième étape, ça doit tomber, je crois, un lundi, vu que le lundi 14 juillet, il me semble qu'il y aura course cette fois-ci. Et bah ça peut être une magnifique vitrine pour Paris Tour. Ouais, et puis on a eu un tel beau Paris Tour cette année que effectivement, c'est une bonne idée de reprendre le même final. Effectivement, c'est une étape animée en tout cas. Donc ensuite, tu l'as dit, lendemain, jour de repos. Un petit, Tout à euh, fait. un petit transfert du coup forcément pour aller ensuite partir dans le massif central, donc on part pas non plus très très loin, avec un départ de Brive-la-Gaillarde pour arriver au pas de Pérol avec la première arrivée au sommet, même si on n'est pas sur un col qui représente les pourcentages les plus difficiles de ton Tour de France. Oui, c'est ça. C'est pour moi un espèce d'apéritif. Les massifs intermédiaires, on sait qu'ils sont mis en valeur depuis quelques années, et tant mieux, parce que ça nous donne toujours des courses
Bah, génialissime, on l'a vu l'année dernière avec l'étape du Lioran. Oh là, quelle étape! Enfin, c'était incroyable. Une des rares étapes qui finalement aura été très disputée entre les deux ovnis. Une étape chantier. Il y a quasi pas un mètre de place. Et ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est pas toujours hyper dur. Les plus gros pourcentages, en fait, ils seront au tout début, au mur d'Albignac. Je l'ai mis en tout début de course, à la sortie de Brive-la-Gaillarde pour que l'échappée se fasse. Ça peut être un énorme groupe. Ce serait pas surprenant qu'il y ait un espèce de groupe de 20-25 coureurs qui sortent. Ouais, c'est une grosse Et étape puis, pour baroudeur grimpeur là. c'est ça. C'est baroudeur grimpeur et qui aussi vont se disputer le maillot à poids parce que Ouais. on n'en a pas parlé, mais les étapes accidentées, c'était souvent des petites codes de troisième, quatrième catégorie que je mettais depuis le début. Là, on a l'apparition non seulement des deux premiers cols de deuxième catégorie qui sont ultra similaires. Vraiment, c'est à peu de choses près, c'est les mêmes. Et puis après, après s'être bien cassé les jambes sur la route du Puy-Marie, et on aura le pas de Pérol qui, ça ressemble un peu au Lioran en fait. L'arrivée pour moi, ça ressemblait un peu. Alors le Lioran, faut pas se fier aux 22,3 km à 3,8% parce que à partir de Saint-Julien de Jordan, Oui, c'est ça. Là, il y a ça les plus gros commence pourcentages dans ça les commence 13-14 derniers ouais, kilomètres. ça commence à monter sévère. Donc ça va monter sur du 6-7% de moyenne. Donc attention, ça peut faire mal. Et puis attention aussi aux leaders du classement général qui, s'ils sont pas en forme lendemain de journée de repos, on sait des fois c'est toujours dur de s'y remettre. Attention, il peut y avoir des sacrés fringales. Et moi, je trouve que c'est une étape idéale pour un changement de maillot jaune en fonction de ce qui se serait passé sur la première semaine pour qu'un coureur d'un second niveau, quoi, un outsider ou un leader d'une petite équipe prenne le maillot. Quitte à ce que, si c'est une équipe d'un favori du général qui l'a avant, le laisse filer pour pouvoir un peu faire reposer ses équipiers. Et je trouve que cette étape-là permet en tout cas un scénario comme ça. Tout à fait, pour moi, il y a un nom qui me vient en tête, c'est Greg Van Avermaet 2016. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, dans le quand il massif prend le maillot central jaune, tout à aussi. fait. Pour moi, cette étape-là me fait penser un peu à ce genre de coureur. Et oui, comme tu l'as dit, c'est bien parce que ça permet de pas toujours voir les mêmes. Et là, on va découvrir plein de petits villages, de cols qu'on a. C'est quasiment que des ascensions qu'on n'a jamais faites sur le Tour de France, hormis la côte de la Croix du Tilleul, la route du Puy-Marie et puis le pas de Pérol qui a déjà été franchi sur le Tour de France. Tout le reste, ça n'a jamais été fait. De l'inédit, de l'inédit. On peut passer ensuite à la 11e étape qui va partir de Mende avec un départ direct dans le dur avec la montée l'Orange à la Berre. Et puis une étape à nouveau très accidentée pour une arrivée à Rodez au terme d'un final très, très casse-pattes. Clairement, ça peut aussi être une autre bonne occasion pour des baroudeurs grimpeurs de s'imposer. Une belle bataille pour le maillot à poids et attention aux coureurs du général également. Tout à fait. Alors cette étape-là, c'est vrai que là, quand nos auditeurs et nos spectateurs vont voir le profil, ils vont se demander c'est quoi ça? Ça ressemble à pas grand-chose. Pourquoi il y a un énorme col de 20 bornes au milieu? Et c'est parce que j'ai voulu faire de l'atypique sur cette étape. Pareil, il y a quelques jours, je lisais beaucoup et j'écrivais sur le Grand Prix du Midi Libre et je voyais un peu tout ce massif-là en fait qui n'est pas tellement mis en valeur, hormis par la côte de la Croix-Neuve qu'on connaît d'autant plus depuis ce qui s'était passé en 2015 avec la victoire de Steve Cummings devant Pinot et Bardet Tu veux dire les défaites la de défaite. Bardet et Pinot plutôt. C'est ça, enfin, moi j'en parlais encore l'autre jour avec ma mère, je comprenais toujours pas comment c'était possible de perdre une étape pareille. Donc, départ en boss parce que c'est des départs qui se font de moins en moins sur les grands tours et puis même dans les courses en général, ce qui est très dommage parce que c'est bien c'est les plus costauds dès le début de l'étape parce que oui, c'est bien de se chauffer les jambes, mais comme ça, on verra les coureurs qui se sont levés à l'heure et qui étaient solides dès le matin. Après, voilà, il y aura des espèces de petits cols jusqu'au signal de Melebio. Je pense que je prononce mal, mais on va le prononcer comme ça. Qui est
bah, c'est vraiment le gros obstacle. En plus, il est en plein milieu de l'étape. Je pouvais pas mieux le placer. Donc voilà, et c'est pour moi, si par exemple un gros groupe de 20-25 coureurs à nouveau sort, bah là va y avoir de la sélection. Et c'est pour moi aussi une étape où, imaginons, je suis un Ben Illy, je peux pas sortir tout seul. Il faut absolument que j'ai un ou deux équipiers avec moi qui vont pouvoir me protéger, rouler, etc. Et puis après, bah, ce sera un final beaucoup plus punchy. Après le plateau de Rocklore, on foncera sur Rhodes. Et puis bah, à Rhodes, deux grosses côtes qui seront à l'intérieur de la ville en fait, parce que Rhodes, c'est un peu une ville cuvette en Mm. fait. Donc on aura d'abord la côte de la Boule d'Or qui est un mur absolu. Enfin, c'est 1,2 km à 8,9% avec des passages à 12-13%. Et puis quand on redescend, bah, c'est pas fini, il faudra aller puiser dans le lactique à nouveau. Et pour finir vraiment sur bah, le gros mur de Rodez, en fait, tout simplement, avec des sacrés pourcentages. Et l'arrivée sera, cela dit, sur du plat. Voilà, En, il y aura 100-150 mètres de plat juste après le mur. en tout cas, cette étape, elle va faire très mal, surtout avec Ah ouais, ce qu'il y aura eu la veille. C'est peut-être pour ça, je pense, que tu as décidé après de partir en direction des Pyrénées depuis Albi en direction de Foix et de programmer une étape un petit peu plus calme, on va dire. c'est ça, je me suis dit à ce moment-là, bah, ça fait quand même quelques jours qu'on n'a plus vu les sprinters. Voilà, j'ai beaucoup favorisé les baroudeurs, les punchers, même pourquoi pas les grimpeurs. Et puis bah, je me suis dit, ouais, je vais faire une étape pour les sprinters, mais attention parce que bah, il est un peu bizarre ce profil, parce que bah, malgré tout, on fonce vers les Pyrénées. On part d'Albi, sprint intermédiaire à Revel. Pourquoi je l'ai mis là? Bah, parce que Revel, c'était une ville qui était très importante avant dans les parcours du Tour de France. Un peu comme Saint-Afrique. Il y a eu beaucoup de départs et d'arrivées dans ces villes-là. Ensuite, bah, on ira à Castelnaudary. Euh, Passage par Castelnaudary obligatoire qui me fait faire un léger détour, mais parce que pour moi, c'était mes toutes premières vacances quand j'avais 6 mois. Ouais. Donc fallait passer Donc, par là. donc voilà, il fallait passer par là. Et puis après, bah, on aura un un gros répétition, on va l'appeler ça comme ça, derrière. On aura la petite côte des Cas-Asiles, et puis après, bah, il y aura un gros faux plat montant, et puis on aura une arrivée, en fait, qui n'est pas en descente, hein, contrairement à ce que pourrait laisser penser le profil. C'est du faux plat descendant, donc ça va aller vite, ça va frotter. Je pense pas qu'il y aura non plus des folies, parce que bah, on est en général le 12e jour de course, les sprinters enfin, sont beaucoup plus lucides. Mm. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en Ouais, général, les oui. grosses chutes, on les voit toujours au début Mm. parce que c'est nerveux, Il y a plus on de sait pas trop monde comment se aussi, placer. voilà, il y a personne qui est trop cramé. Tout à fait. Là, voilà, bah, il faudra être concentré parce que Bah ça va aller vite l'arrivée, sur le final. oui, et puis l'arrivée à Foix, elle est un tout petit peu, elle va être très rapide aussi parce on arrive sur une grande avenue. Mm. Donc on arrive vraiment dans le centre-ville de Foix où en fait c'est quasiment 3 kilomètres tout droit. En tout Donc cas, faut pas se faire avoir par le profil, hein. On monte pas si haut en altitude, donc c'est vraiment du faux plat où il n'y a pas de gros pourcentage. Et effectivement, c'est bien une étape pour sprinter que tu as décidé. il faudra bien se reposer. Faudra bien se reposer, parce que là, on arrive étape 13 et on rentre dans les Pyrénées. Et tu nous as construit une petite étape là de 187 km,5 entre Saint-Giron et le port de l'Ers, avec bah, ni plus ni moins que 7 cols à franchir dans la journée. Ouais. Deux fois le porté d'aspect, le col de Manté en hors catégorie, trois cols première catégorie. Celle-là, elle va faire très mal. C'est une étape de criminel, il faut le dire. On est sur un dénivelé plus. Enfin, quand je l'ai vu, en fait, je me suis dit, mais c'est une blague. On est sur, alors selon le site sur lequel j'ai fait, 8329 mètres de dénivelé plus et Quoi? 7100 mètres de dénivelé moins. Donc 8000?
8000. Donc, alors, j'ai un peu de mal à croire ce Ouais, chiffre-là, je suis ouais, pas sûr. ouais, non, je pense que Mais j'avoue que ça m'a fait un peu tortiller les yeux. tu prends pas plus de 1000 mètres à chaque boss quand même. Non, c'est vrai, parce Il- que malgré tout, on monte pas très très haut Non, non, on non n'est plus. jamais plus il y a juste à la fin où on est à plus de 1500 mètres d'altitude. C'est, Mm, c'est tout à fait ça. En fait, mm. là, on est surtout vraiment sur une étape bah, pyrénéenne pure, donc on est sur des cols avec des petites routes. Alors, la construction de l'étape, c'est que d'abord, on va aller vers Argin dans une première boucle. On fera le col du Portet d'Aspet via Saint-Lary-Soulan. Après, on aura le col d'Artigascou qu'on n'a jamais franchi Mm. sur le Tour de France, mais qui est juste à côté en fait de Saint-Lary-Soulan et bah, il est très irrégulier pour le coup, en fait. C'est jamais les mêmes pourcentages selon les kilomètres. Après, bah, on fera le col de Manté par Saint-Béat qu'on connaît bien depuis les dernières années, qui est, bah, c'est un mur, en Il fait. fait mal celui-là. Sauf que le problème, c'est un mur qui dure 10 kilomètres. Et pour le coup, bah, c'est très régulier, c'est-à-dire que c'est 8,7%, mais tout le long. D'ailleurs, on le voit très bien sur le profil, c'est tout droit. C'est terrible. Après, bah, on fera le col du Portet d'Aspet, mais via l'autre versant, donc beaucoup plus facile, avant d'un tout petit peu souffler avec bah, une longue descente vers Argin. Et puis là, on sortira de la boucle pour foncer vers le port de l'accord. C'est une ascension que j'ai trouvée en fait en faisant ma route. Quand j'ai vu cette ascension, je me suis dit, c'est quoi ce truc de fou? C'est 14 kilomètres. Alors, 14 kilomètres en début d'étape, ça va, mais c'est 13-14 kilomètres à 6%. 6% quand on est en milieu, voire dernier tiers de l'étape, ça va arracher les jambes. La chance que les coureurs auront, c'est qu'ils ont une longue descente vers le col de Sarail, qui sera un apéritif pour rejoindre via Massa le port de Lers, qui, petite particularité pour le port de Lers, c'est que au lieu de s'arrêter à l'étang de Lers, comme ça avait été le cas sur un Tour de France il y a quelques années, là, on va remonter encore sur des pourcentages vraiment qui sont absolument terribles. On a un dernier kilomètre à plus de 10%. Et en fait, en fait, c'est le port de l'Ers qui va vers le col d'Agnès. Col d'Agnès qui, pareil, Yes, ouais. on le connaît aussi sur le Tour de France parce qu'on l'a franchi quelques fois. En fait, ces deux cols-là se touchent et se rejoignent vers le haut. Donc, bah, il va falloir être très endurant parce que le port de l'Ers, c'est Ouais. absolument terrible. C'est une ascension qui est terrible. C'est là où il va y avoir des écarts de fou furieux. Ça va être quelque chose. Et il va falloir être bien sûr grimpeur pour être à l'aise sur cette journée, avec aussi beaucoup de points pour le classement du meilleur grimpeur à aller chercher au sommet des différentes ascensions. Alors j'ai recalculé vite fait le dénivelé, moi j'ai plus autour de 4500 quand même. Je Ouais, pense bah, que c'est ouais, voilà, c'est mieux comme c'est ça. Mais c'est quand à même, la louche hein, c'est j'ai fait, terrible. mais je pense que ça voilà, c'est plus ça qui correspond. C'est terrible. Mais en tout cas 4500 mètres de dénivelé sur plus. 187 km, ouais ça tape pas mal. En tout cas, beau parcours. Moi j'aime bien aussi le fait d'aller à la découverte de cols un petit peu inédits comme ça, peut-être des routes un petit peu plus petites. Très, très sinueux. Ouais, Ouais, c'est ouais, très, bah, le col de, c'est le ça qui est col de sympa. Du Staraï, coup, toi, c'est très, très sinueux. tu réduis la taille de la caravane publicitaire en même temps, c'est magnifique. Et, tout à fait. Bah, bah, arriver au sommet. Et Ça arriver au aussi, ça sommet. peut être important Ouais, parce que ce sera première étape de haute montagne et ouais. directement arriver au sommet. Ça peut faire, Ça ça peut peut faire faire mal. mal, mais il faudra quand même garder des forces, et ça va être Malheureusement, compliqué pour le lendemain, et moi je te le dis, c'est mon étape préférée, puisque on aura un contre-la-montre en côte avec arrivée au sommet du Tourmalet, et rien que de le dire, je trouve ça incroyable, avec un départ de Bagnères de Bigorre et arriver au sommet du col du Tourmalet, donc on va grimper par la Mongie, l'étape durera 30 km. Du coup, t'as vraiment aussi fait le choix de partir vraiment du bas. T'aurais pu partir de Sainte-Marie-de-Campan, mais finalement, t'as décidé voilà, d'avoir une partie plus roulante avant d'être vraiment dans le dur du Tourmalet. tout à fait. Et on aura vraiment une grande partie roulante. On aura presque 15 bornes Mm.
hyper roulant jusqu'à Sainte-Marie-de-Campan. On partira de la ville d'un certain Bruno Armirail. Pourquoi j'ai fait ce qu'on appelle un chrono escalata? Parce qu'il y a quelques années, c'est le Giro. Ah C'est pour oui, ça que d'ailleurs ça bah s'appelle comme oui. ça. Mm. C'est le Giro C'est qui eux qui a mis en les place spécialistes. cette innovation d'épreuve. Et je me souviens, c'est sur un vieux Giro, hein. Ça doit remonter à presque 10 ans maintenant, voire plus. J'avais découvert ça en regardant sur l'ancien Eurosport avec les étoiles cette étape-là, et j'étais comme un fou. Je voyais ce truc-là, je me disais, mais c'est quoi ça? Et puis on l'a vu, le dernier grand chrono d'ascension qui a eu lieu hors Tour de France, c'était sur le Passo, je sais plus quoi, là, sur le Giro 2023, et qui nous a Mm. donné un final, mais extraordinaire, juste extraordinaire, entre Geraint Thomas, Joao Almeida et Primoz Roglic. Et surtout que Primoz Roglic a un incident. C'est juste génial. J'avoue que je pensais absolument pas que Thierry Gouvenou allait espionner mes étapes et pareil proposer un chrono escalata. Lui, il le fait à Péragude, ce qui est pas mal aussi. Voilà, heureusement qu'on arrive à l'Altiport. Mais pour moi, voilà, j'ai mis 30 km parce que il faudra en garder sous la pédale. Il suffira pas d'aller comme un Remco Evenepoel à 60 à l'heure sur le plat, parce qu'à partir de Sainte-Marie-de-Campan, ça va monter sévère. On aura, à la sortie de Sainte-Marie-de-Campan, on aura les premiers pourcentages. Donc il y aura le premier village sur l'ascension, donc Grip, où il y aura le premier point intermédiaire. On pourra avoir des grosses surprises après au deuxième point intermédiaire jusqu'à la Mongie. Pour moi, c'était très important le Tourmalet de ne pas s'arrêter à la Mongie, mais dans tous les cas de passer Mm. par la Mongie. C'était très important. Pour moi, le Tourmalet, il se gravit que par la Mongie, de toute manière. Donc c'est comme ça. Moi, je vais te le dire, c'est mon col préféré de tous les cols qui existent sur la planète. Il n'y a pas un col qui me fait plus d'émotion que celui-là, qui est plus beau à voir pour moi. C'est les Pyrénées dans toute leur splendeur. Et puis, l'arrivée au Tourmalet, on risque de voir des têtes de coureurs C'est clair, extraordinaires. c'est Et clair. puis, alors à Sainte-Marie-de-Campan aussi, bon, je pouvais pas le mettre sur le parcours, mais il y aura le truc qu'on avait vu sur le Giro d'Italia, donc l'espèce de grand tapis où les coureurs pourront changer de vélo. Ah ouais, toi t'as Euh, kiffé ce truc-là, là, changement Moi F1 et j'ai tout. adoré parce C'est que vrai. en fait on voyait ceux qui avaient fait du cyclocross dans leurs jeunes années parce que ça montait direct sur la bicyclette. Alors qu'il y en a, ils s'arrêtaient, pépère, ils prenaient le guidon, ils prenaient le petit Il compteur change Garmin. changement de casque et tout Ouais, ça. genre pépère, Ouais. histoire de perdre 40 secondes normales. Et puis après, de toute façon, comme c'était des purs grimpeurs dans la montée, exactement ce qu'avait fait Matteo Riccitello d'ailleurs, lors du Giro 2023. Il s'était posé tranquille. Et puis après, dans la montée, par contre, fusée. Dégommé. Ouais. Ouais, Donc, ouais. donc voilà, Ok. évidemment, il faudra en garder de la veille malgré tout après avoir tout donné. Et puis pour moi, mettre à l'honneur les Pyrénées comme ça via son plus beau col à mes yeux. Ce qu'on le rappelle, le Tourmalet, 17 km à 7,3%. C'est le monstre des Pyrénées. C'est un col mythique qui Oui, a vu les plus c'est un des grands. plus mythiques. En tout cas, c'est le plus mythique des Pyrénées, ça c'est clair sur le tour. Mm. C'est, c'est- Ça va être une étape, je pense, qui peut être de légende. Pourquoi je l'ai placé là aussi? Parce que pour moi, les chronos 20e étape, j'en peux plus. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, ça a été aussi le pro. Alors, heureusement qu'on avait une étape de légende sur le Giro, tu vois, parce que malgré tout, les coureurs, ils attendaient, en fait. On Mm. sait Bah, aussi qu'on n'avait pas les coureurs les plus. on s'est bien ennuyé avant, hein. C'est ça. Et pour moi, placer comme ça, un peu comme il y avait eu avec le chrono de Combloux, même si Combloux, c'était déjà un petit peu plus tard, je crois que c'était étape 16 ou 17. Là, ce sera encore plus tôt, parce que ça reste en fait dès le premier gros massif. Et derrière, il nous reste quand même une bonne grosse semaine de Tour de France. Ouais, Donc, ouais, on est rien ne fin de sera deuxième entériné. semaine, et du C'est ça. coup, ouais, rien ne sera entériné, mais il peut y avoir quand même des sacrés écarts, parce que si un gars qui a fait la différence la veille, qui surfe sur sa forme et puis qui remet euh, quelques dizaines de secondes, voire quelques minutes sur ce chrono, parce qu'il peut y avoir Ah vraiment des écarts de balade. Est-ce que tu as prévu d'allonger les délais? ah oui, oui, je pense que les délais, on les mettra genre sur du Pas, 30%, hein. Parce pas que, de hors enfin, délai, ce soir, aujourd'hui, pas de hors délai, si on veut genre, non, garder mais plus de enfin, 15 coureurs dans le peloton. ouais, parce que t'imagines, enfin, j'imagine qu'il y a un certain Slovène qui risque de pondre un chrono qu'on n'aura jamais vu de notre vie. Je pense à des coureurs genre Fabio Jakobsen, j'ai envie déjà de pleurer pour lui. Ah ouais, ouais, ouais.
Voilà. Ouais, ouais. Enfin, je pense à ce genre de coureur-là qui, genre, enfin, imagine la différence. Moi, j'aimerais juste qu'on mette côte à côte Jakub Mareczko et Tadej Pogacar au départ d'un chrono comme ça, juste pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Ouais, en tout cas, on se doute de qui va arriver avant. Ensuite, eh ben, on reste encore dans les Pyrénées avec une nouvelle étape de montagne. Là, on n'arrive pas au sommet cette fois-ci. Et la particularité de cette étape, c'est qu'elle est très courte. Elle fait 109 km. On part de Saint-Jean-Pied-de-Port et il y aura 3 cols hors catégorie à franchir pour arriver à Ostagabia. Tout à fait. Petite particularité de cette étape-là, c'est qu'on ira en Espagne, entre le pays catalan et le pays basque, vraiment pile au milieu. Donc, d'où les noms des cols très hispaniques. Parce qu'en fait, à partir de, juste après Saint-Michel, en fait, on sera à la frontière entre l'Espagne et la France. Euh, Saint-Jean-Pied-de-Port, départ d'une ville qu'on empruntait avant sur le Tour de France, qui est un village absolument magnifique. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il avait été dans les histoires de plus beaux villages de France. Un truc comme ça. Étape très courte parce que je l'ai fait un peu dans l'esprit Rafał Majka 2015 Saxo Tinkoff. Vraiment, pour moi, cette étape-là, ça me faisait penser à lui. Les espèces d'étapes dans les Pyrénées ou dans les Alpes, pareil, où il fait genre 9 degrés, il pleut toute la journée, on est en pleine semaine, c'est horrible. Vraiment, les coureurs sont fatigués. C'est pour ça aussi que j'ai fait une étape très courte. Pourquoi pas d'arrivée au sommet? Parce que j'ai pas envie que ce soit caricatural, avec que des arrivées au sommet ou en descente. Mhm. Donc, on aura deux ascensions qui sont très difficiles, hein. On le voit, 9,2 km à 10%. Et quand on voit la pente, c'est très irrégulier. Suivi d'une longue descente jusqu'au col des Rogatés. Lui, c'est simple, c'est 9,8 km à 9,8%, sachant que les 3 derniers kilomètres sont moins difficiles. Les premiers kilomètres sont à 11%, les 4 premiers kilomètres. C'est terrible. C'est terrible. Vraiment, il y a des coureurs qui vont taper la tête. Ça va être terrible. Après, on passera au col de Sourzay. C'est là où on passera une première fois la frontière vers le col de Bagarguiac, qui nous offrira une descente très sinueuse et très dangereuse. Quand j'ai vu la route sur le GPS, je me disais, mais comment des voitures peuvent rouler sur ça? Donc c'est même pas que c'est en lacet, c'est juste que c'est très sinueux, c'est du goudron un peu à l'espagnol. Donc c'est terrible. Et puis après, on ira vers le monstre de cette étape, on va dire le port de l'Aro. Donc 13,6 km à 7,8%. Pareil, c'est très irrégulier avec une partie de plat en plus sur le sommet. Donc c'est 7,8%, mais avec la portion de plat compris. Parce que sinon, on est plus sur du 9%. Mhm. Après, on aura une descente où on passera la frontière du coup. En fait, au sommet du port de l'Aro, on passe la frontière. Et une fois que la descente sera terminée, on aura du plat vers Ostagabia. Voilà, je voulais, en fait, si je faisais 20-30 km de plus, j'allais arriver à Pampelune, mais ça me semblait un petit peu trop loin après enfin, pour les transferts, ça semblait un petit peu ridicule pour moi. Et je voulais que l'étape reste vraiment très Très courte courte, ouais. pour que ce soit des grimpeurs très énergiques en fait. Là, pour moi, c'est une espèce d'étape, par exemple, pour les échappés ou pour un coureur qui voudrait attaquer de loin, parce que au sommet du port de l'Aro, il reste quand même 20 bornes. C'est quand même un bon solo. Mhm. Donc voilà, sachant que la descente du port de l'Aro, elle est aussi assez technique. Ok, donc là, un bel enchaînement pour les grimpeurs, et tu t'es dit, bon, ensuite, il faut quand même que je place une étape pour sprinters si je veux pas tous qu'ils abandonnent avant les Pyrénées. Donc, tu as tracé une étape toute plate entre Sète et Salon de Provence. Ah oui, bah là, c'est ma deuxième étape sieste, je pense. On passera par que des grandes villes quasiment. On passera par Frontignan, Montpellier, Lunel. Il y aura un parfum de vacances. Ouais, ouais, Clairement, petit on sprint passera juste à côté intermédiaire de la Grande à Motte. Arles, magnifique. Voilà, Arles, sympa. On passera par la petite côte de Fontvieille, histoire histoire de le dire. Histoire Je de dirais donner que une petite prime. ouais, c'est ça. Et puis je dirais que la seule particularité de l'étape à Salon de Provence, c'est que l'arrivée, elle est en très 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 léger, faux plat montant, et que on va dire, en fait l'arrivée, ouais, elle est en faux plat montant. Donc ça peut pas être un sprint qui est lancé enfin, un sprinter qui lance à 300 mètres, genre Gaviria, il finit 17e. Ouais, voilà, c'est ça. Faudra Voilà, il faudra bien être gérer. intelligent dans le final. Et puis surtout que, bon là, ce sera tout droit. Vraiment, j'ai compté à partir de Saint-Martin-de-Crau, on a 40, enfin on a 30, 35 km tout droit.
Vraiment, c'est la même route tout droit. Il, On prend il- une départementale tout droit. il peut peut-être y Donc, avoir des bordures là-dessus, non? oui, S'il parce y a du qu'on vent. passe quand même dans la région de la Hmm. Camargue. Donc, pourquoi pas faire attention au vent. Après, est-ce que les équipes Ouais, c'est ont ça. vraiment envie de rouler Si, pour des bordures anecdotiques? Pas sûr, on est quand même étape 16. ouais. Ça peut être difficile. Surtout qu'après, on arrive sur 4 étapes difficiles, et notamment Bah, l'étape bye bye 17. les Là, tu sprinters. nous as fait une belle troisième semaine, avec un départ. Donc, étape 17, départ de Marseille, et arrivé à Lille sur la Sorgue 205 km plus tard. Et là, on aura 2 cols de première catégorie placés vraiment au milieu. Donc là, pour moi, c'est vraiment une étape pour les échappés, pardon. Avec voilà de belles ascensions au niveau d'Apt, et ouais, un beau petit tour dans l'arrière-pays là. Tout à fait, bah c'est ça dont j'allais parler. Je suis un amoureux de l'arrière-pays provençal. Euh, et puis je voulais un départ à Marseille parce que bah, Marseille, mine de rien, ça fait depuis 2016. On n'a pas vu cette ville sur le Tour de France. Pour moi, c'est un peu. Enfin, j'aime beaucoup qu'on découvre les petites villes intermédiaires, etc. Mais pour moi, c'est important de passer au moins une fois par décennie dans les très grandes villes. Et Marseille, c'est une ville qui, bah, ça reste joli. Donc, je voulais qu'on passe par Notre-Dame de la Garde. Donc, départ en bosse, à nouveau, sur exactement la côte qui avait en plein milieu du chrono de 2016, remporté évidemment par Massiège Bodnar, qui sera un véritable mur pour qu'une belle échappée C'est 2017, je crois, le chrono sauve. à Marseille. C'est 2017? Mm. Ok, ben, Mais c'est pas grave, je me suis trompé. c'était juste pour la petite rectification pour Euh, les auditeurs les plus pointilleux. Très bien raison. Et puis après, bah, on aura vraiment un mur avec le col de Sainte-Anne, avec 3 derniers kilomètres à 12%. En plus, ce sera des petites routes. Donc voilà. Puis après, oui, il y aura les deux gros cols au milieu. Alors, le coteau de la Combre, il sera plutôt, ce sera vraiment un mur en fait. C'est 6,1 km à 9,2%. Tandis que le col de la Garde d'Apt, il est un petit peu plus roulant. Voilà, c'est un petit peu plus long, un petit peu moins pentu, mais ça permettra de faire bah, des premières différences. À l'image de l'étape dont je parlais tout à l'heure, il sera impossible pour un coureur de partir tout seul à l'abordage sans équipier. Il faudra que, par exemple, les décathlons nous envoient 3 mecs dans l'échappée s'ils veulent faire quelque chose. Ou alors le mec, enfin, je sais pas, il est dans la forme de sa vie et il est trop fort. Après, on aura une longue descente vers le pays d'Apt jusqu'au col de Mur. C'est un col qu'on avait emprunté il y a des années sur le Tour de France. C'est très dur dans sa première partie avant d'être plutôt roulant. Descendre vers le col de Soman que j'ai placé à seulement 10 km de l'arrivée. 4 km, on va dire à 4%. Euh, Suffisamment long pour faire des différences, mais suffisamment court pour qu'un coureur ne puisse pas partir tout seul, sauf s'il est vraiment supérieur aux autres. Et puis après, bah, arriver à Lille-sur-la-Sorgue, qui est une petite ville intermédiaire où je suis passé cet été et que j'ai trouvé absolument magnifique. Ce pays est magnifique, vraiment. C'est le pays provençal comme ça, c'est juste génial. Donc, c'était l'occasion d'y passer. Et de mettre à l'honneur effectivement une belle petite ville. Le lendemain, on retrouve une arrivée au sommet. On part de Pernes-les-Fontaines et on arrive au Signal de Lure. Alors une étape assez courte, 135 km, 3 ascensions de deuxième catégorie sur la première partie de l'étape, et puis cette montée finale qui est longue et qui commence à être bien connue des amateurs de cyclisme. Tout à fait. Je voulais pas faire une étape euh, très dure en apéritif des Alpes, comme bah, j'ai pu le faire pour les Pyrénées. Là, je voulais un petit peu inverser le sens. Donc, on partira de Pernes-les-Fontaines, donc c'est quasiment à côté de l'île-sur-la-Sorgue, à peu de choses près. On est à quelques kilomètres près, donc pour moi, c'est aussi important sur les derniers jours de Tour de France de limiter au maximum les transferts, parce que les coureurs sont cramés. Des fois, on s'en rend pas compte derrière notre télévision, mais là, c'est étape 18, mais ça veut dire pour eux 22 jours, parce qu'ils arrivent quelques jours avant le Tour. Donc voilà. On passera à Sceaux
donc le pied du Mont Ventoux, sauf qu'on le fera pas le Mont Ventoux, pas comme dans la réalité. On foncera plutôt vers les Alpes du Sud, donc avec des petits cols intermédiaires qui sont pas vraiment difficiles, mais bon, qui font quand même mal aux pattes. Et puis après, vraiment, là, on est vraiment sur une étape vraiment pure course de côte pour moi, où tout va se décider dans le signal de Lure. Signal de Lure, c'est, bah, comme tu l'as dit, c'est une ascension qu'on commence à bien connaître maintenant et qui est une Mm. ascension que j'aime beaucoup, qui a l'air roulante, mais qui est vraiment difficile en fait parce que c'est très long. C'est quand même 19 kilomètres. Et puis, bah, dans l'esprit, ça me faisait penser un peu à l'arrivée à l'altiport de Mégève. Ouais. Euh, des ascensions comme ça qui sont très longues, un peu difficiles. Peut-être pas de quoi faire des écarts, mais par contre, pour des échappées, bah, ça peut être l'occasion de s'imposer au sommet sur une étape du Tour de France. C'est pas donné à tout le monde. Donc, ça peut être. Bah, pour moi, c'était une bonne étape à faire. Voilà. Ok. Ça permet d'enchaîner sur l'étape 19, alors qui, elle aussi, va sûrement se jouer dans la dernière côte. On va partir de Sisteron. On arrive à Saint-Martin-du-Riage, mais juste avant cette arrivée, il y aura une montée à Champs-Rousses, puis une redescente. C'est ça. Alors, on partira de Sisteron, ville qu'on connaît bien, pareil, sur le Tour de France. Ce sera vraiment une course de côte pure et dure, comme il se doit. Il y aura que la petite ascension de la côte de Chauvet dans le premier tiers de l'étape qui pourra faire un petit peu mal aux jambes, mais les coureurs auront le temps de récupérer, notamment grâce à la descente au pied de Saint-Théophray. Et puis après, bah, Champs-Rousses, c'est une ascension que j'adore, et là qui est beaucoup plus dure. 17 kilomètres à 8%. Euh, on- la dernière partie d'ascension est un petit peu plus facile, ça on peut se le dire. Mais la particularité de cette étape, c'est que j'ai voulu varier. Donc on avait une étape un peu arrivée au sommet, mais signal de Lure, c'est un petit peu plat sur la fin. Là, on aura une arrivée en descente, euh, parce que pour moi, ça favorise un autre type de coureur. C'est quelque chose dont on parlait il y a 10 ans avec un coureur que j'appréciais énormément, c'était Vincenzo Nibali, qui avait tellement de puissance en descente qu'il faisait d'énormes différences et c'est pour ça que des coureurs ont dû travailler leur descente. Je pense à des Chris Froome, Mm. je pense à des coureurs qui étaient des peintres en descente, on le sait, et qui ont perdu beaucoup sur ce genre de choses. Malheureusement, comme des Ilnur Zakarin, des TJ Van Garderen, des coureurs que j'appréciais beaucoup, mais bon. Donc la descente, ce sera un autre aspect. Et puis, bah, pourquoi une arrivée en descente étape 19 seulement? Bah parce que ça met aussi en proie la lucidité des coureurs. Parce qu'il va falloir de la lucidité dans la descente après une telle ascension. Ouais, puis après, Donc après 19 jours voilà. de course, effectivement, ça va. Les organismes vont commencer à être bien épuisés et on arrive veille de l'arrivée, étape 20. Mais alors là, mais qu'est-ce que tu nous as tracé, Matt? Une étape absolument, je vais pas dire horrible parce qu'elle peut être aussi magnifique, mais franchement, donc je vais la présenter rapidement, puis après tu nous vas raconter, tu vas nous expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi cette étape et de la faire aussi dure. On part d'Ugine, on arrive à la pointe de Roselle, 208 km avec le col de la Madeleine pour commencer, puis le col de la Croix de Fer via le col du Glandon, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile dans ce sens-là. Ensuite, un petit tour touristique au Lacet de Montvernier, le col de la Besse, ensuite le col du Sapet, donc ces deux derniers cols sont en première catégorie. Et tu nous as déniché une ascension hors catégorie qui finit même à une altitude jamais vue sur le Tour de France. Qu'est-ce qui s'est passé là dans ton esprit quand tu as dessiné cette étape? Et bah, en fait, je me baladais un petit peu au départ d'Ugine. Voilà. Moi, de base, j'avais une idée en tête, c'était relier Ugine au massif d'Éménuire. Voilà. Je voulais absolument qu'il y ait deux énormes cols, col de la Madeleine et col de la Croix de Fer, que j'ai pu faire il y a 2 ans maintenant et qui sont absolument mais terribles. J'ai cru que j'étais en train de mourir au sommet, tellement c'est difficile. Mais j'aurais pu m'arrêter là en soi, à faire une arrivée.
au col de la Croix de Fer. On était au Ouais, 30e kilomètre. arrivé à En soi, j'aurais Saint-Jean-de-Maurienne en pu. descente, 130 C'est bornes, ça. et voilà. J'aurais pu m'arrêter là, mais je me suis dit, mais non, je peux pas m'arrêter là. J'ai Saint-Jean-de-Maurienne en bas et j'ai les lacets de Montvernier qui étaient juste à côté. Donc je me suis dit, mais je vais faire le petit tour touristique par les lacets de Montvernier qu'on avait découvert il y a 3 ans maintenant et qui sont mais magnifiques. Oh, mais C'est c'est extra. même plus vieux que ça, les lacets de Montvernier, je crois. Non? Quand est-ce quand Sur le est-ce Tour de France, quand est-ce sur le Tour qu'on de les avait France. eus? Alors moi je suis Ah, bah, bref, sur 2021, dans mais mon bah, en tout cas esprit, ça, on les avait déjà eu avant. ouais. Mais bon, peu importe, on recherchera. C'est ça. Et puis en fait, en haut des lacets de Montvernier, on avait l'habitude de prendre un virage et puis de redescendre. Donc, ce qui nous faisait une petite ascension en soi de deuxième catégorie. Mais en fait, j'ai vu que en prenant la route qui allait à droite, je tombais sur un autre col. Et donc, le col de la Besse. Et alors là, je vais mettre les pourcentages sous les yeux parce que, alors ça commence pas très compliqué, évidemment, puisqu'on est encore sur les pourcentages des lacets de Montvernier, mais on va dire lacets de Montvernier plus, avant que, en fait, il y ait un espèce de pif-paf où ça monte, ça descend. Et puis après, enfin, la portion finale du col de la Besse, c'est juste surréaliste. On est sur des pourcentages moyens de 16%. On est sur deux derniers kilomètres à 16% avec un pourcentage maximal de 23%. Donc autant te dire que si t'as pas les jambes et que Tu tu recules, cales à ce moment-là, tu il faut bascules se pas. dire en plus, c'est ça, tu bascules pas parce que et en plus derrière il reste 60 bornes. Donc ça va être difficile pour les coureurs. Mais quand j'ai vu ces pourcentages-là et j'ai vu que c'était goudronné, route parfaite, je me suis dit mais c'est quoi ce truc de fou? Surtout que derrière la descente, elle est hyper technique. Ouais, ça a On l'air le voit pentu d'ailleurs, aussi, hein. c'est hyper pentu, c'est très très technique. Mais après, quand je redescendais vers la vallée de la Maurienne, je voulais pas non plus à nouveau mettre un col hyper dur. Je voulais mettre un espèce de petit col de chauffe pour faire reposer les jambes. C'est pour ça que j'ai mis le col du Sapé, 10 qui bornes à est 8%, histoire difficile. Voilà, de reposer les jambes, quoi. Voilà, c'est ça ça. met bien l'esprit de Voilà. l'étape. Tu vois, ils vont faire du tempo, quoi. Ouais, Genre, ouais. papa va faire du tempo vite fait. Et puis après, bah, j'allais vers Saint-Michel de Maurienne et je me suis dit, est-ce que je m'arrête là? Et je fais à nouveau une étape bah, avec une arrivée Hmm, bah, en plaine. hmm. Et je me suis dit, mais non, parce que quand je suis arrivé dans le petit village d'Aurel, juste derrière Saint-Michel de Maurienne, j'ai vu cette ascension qui, de base, en fait, devait s'arrêter au plan Boucher, Ouais. qui paraît un petit peu plus réaliste, je pense, 2000, pour le Tour de France. 2368 mètres d'altitude. C'est ça, ça paraît un petit peu plus réaliste on va dire, le Tour de France, si jamais cette étape devait avoir lieu. Mais en fait, en montant, après, on arrive bah, d'abord, à partir du village de l'Arcelin, du coup, c'est très, très, enfin, c'est très, très difficile, quoi. Et puis, au plan Boucher, en fait, ça monte encore, mais par des petits chemins bétonnés un peu comme juste avant l'espèce de gravier de la super planche des belles filles. Donc c'est vraiment du terrain comme ça. Et puis on est bah, sur des pourcentages, enfin, c'est surréaliste. On est sur les 3 derniers kilomètres sont à 12,5% de moyenne. De Ouais. toute façon, l'ascension, elle est. Du coup, j'ai mis souvenir en Henri Desgranges parce qu'évidemment, on est Bah, sur. on, Évidemment, on est sur le plus haut. on arrive Hein, à quasiment 3000 mètres d'altitude, quand même. c'est ça, donc c'est C'est littéralement, enfin, incroyable. c'est surréaliste hein, parce qu'à partir de Incroyable. plan bouché, on n'est pas très loin de l'arrivée, clairement. Mais. Mais on arrive quand même à reprendre 700 mètres d'altitude en seulement 4 kilomètres. Donc c'est dire les pourcentages Ouais. moyens que les coureurs vont se taper. Mais j'ai été sympa parce qu'en fait, Ah à la bon? pointe de Roselle, Mais j'ai été sympa, quand j'ai même. été sympa parce qu'en fait, les derniers 500 mètres de la pointe de Roselle sont quasiment tout plats. Voilà, on est sur du 3-4%. Donc ça va. Comme ça, ils pourront Ça va, couper le compteur. ils pourront remettre le grand Voilà, plateau pour finir. De quoi ils se c'est plaignent? ça, ils pourront couper le compteur. Et puis voilà. Non, en soi, je voulais faire une équipe, vraiment, une étape de mes rêves. Une étape avec des cols Bah des oui. Alpes que j'adore. Ouais, ouais. Une étape super difficile. La vallée de la Maurienne, moi, je l'adore. On sait, il y a un nombre de Non, mais cols mythiques c'est un incalculables. paradis du vélo, cet endroit, donc effectivement. C'est juste génial. Enfin, pour moi, cette étape-là, elle est complètement dingue. Je pense que même sur PCM, on peut pas la faire.
Mais ouais, Mais franchement, c'est fou. c'est Elle, belle. elle est folle cette étape. Ouais, et puis c'est bien la façon dont tu l'expliques. Là, on voit comment t'as un peu pensé le truc. C'est un peu, ah bah tiens, là, il y a encore un endroit où je pourrais aller. Ah, puis il y a encore un endroit. Et puis du coup, ça donne un truc, ouais, un truc original qu'on verra peut-être jamais vraiment dans un Tour de France. Mais qui sait, un jour. En tout cas, c'est ça promet un sacré chantier la veille de l'arrivée. Tout à fait, Et tout à fait. Puis le nom un peu comme ça, Pointe de ouais, 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 Roselle, ouais, je ah ouais, trouvais ça ça, un peu ça en jette. mystique. Ouais, ouais. Genre, Genre, c'est quoi ça? ça, Genre, ça en c'est dit quoi? long, Où on ça en va dit là? long en fait. Où on Ouais, va? c'est ça en Où fait. on va? Littéralement, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, du coup, j'ai recherché les lacets de Montvernier, donc 2015, la première fois où on les a 2015. franchis, et c'est la Ok, première victoire d'étape de Romain Bardet sur le Tour de France. On les avait franchis aussi en 2018, quand ok. Pierre Roland gagne à l'Alpe d'Huez. Eh ben, ça veut dire Euh, peut-être qu'on aura une victoire française. Mais après 2021, et il me semble que la non, Seine-Montvernis, c'est pas une victoire je dis française. n'importe quoi, c'est pas Pierre Roland, il passe en tête, Pierre Roland, mais c'est pas lui qui gagne, c'est Pinot qui gagne en 2018. Euh, donc, Quelle époque. donc voilà. Pour les lacets de Montvernier, en tout cas, ouais, franchement, sacrée étape. Et puis bon, après là, t'as pas fait de folie sur la dernière. On arrive aux Champs-Élysées, à Paris, on part de Mantes-la-Jolie, là, on retrouve quelque chose de plus normé. C'est ça. 156 Alors, km quand même. D'habitude, ils la font plus ouais, courte. c'est ça. Ils la font plus courte. Bah, en fait, tout simplement, alors je savais pas qui partirait de Mantes-la-Ville pour le coup, j'avoue. Mais bah, moi, je suis parti de Mantes-la-Jolie parce que bah, c'est ma ville de toujours. C'est la ville où j'ai grandi. C'est la ville où j'ai eu la chance bah, d'assister à pas mal d'étapes et de grands départs de Paris-Nice. Mm. Ça, c'est une chance, évidemment, quand on est francilien pour le coup. Et puis après, bah, en fait, j'ai fait une espèce de boucle dans le 78 et dans le 92, puis 94 avec des villes qui me parlaient, en fait, des villes avec lesquelles j'ai un certain affect. Donc, par exemple, Besançon, Saint-Germain-en-Laye, c'est des villes, bah, soit affect familial, soit affect personnel. Et après, une grande boucle où on rentre par Paris-Est, tout simplement, bah, par l'entrée du périph', en fait, par l'entrée de Charenton-le-Pont. C'est une entrée c'est l'entrée où je rentre quand là où mes parents vivent. Donc, on rentre par là et puis après, bah, boucle traditionnelle sur les Traditionnel. Champs-Élysées. Voilà, petite parade pépère. Eh bah oui, comme il se doit désormais pour finir le Tour de France. Bon bah en tout cas, très beau tour déjà. Bravo pour ton boulot, super. Franchement, c'est top ce que tu as réussi à faire et on voit que tu as vraiment essayé de trouver un sens à chaque étape aussi. On voit que c'est des choses qui te touchent à la fois personnellement et aussi en fonction de l'histoire du vélo, l'histoire du tour, et puis on sent aussi voilà, la recherche de nouveautés et puis un sens cycliste aussi sur ce tour. Donc franchement, chouette. Bravo pour ton taf. En tout cas, combien de temps t'as mis à la louche, si tu sais, pour tracer tout ça? Euh, à la louche, j'ai mis 7-8 heures sur Ouais. 3 jours, évidemment, hein. J'ai pas fait Mm. ça d'une traite, sinon Non-stop, j'allais bam, le cerveau exploserait. ouais, c'est ça, j'allais devenir fou. Ah bah déjà en plus c'est compliqué parce qu'évidemment des fois je m'engouffrais dans des routes et puis en fait je pouvais pas aller par là. Bah oui, oui. C'est... C'était difficile Fallait, aussi, fallait fallait trouver jongler, mon ouais. moyen parce que des fois par exemple je pense à l'étape de la 20e étape en fait, celle de la Pointe de Roselle. En fait pour choper par exemple le col de la Croix de Fer via le col du Glandon mais tout en ayant fait le col de la Madeleine, bah, il fallait bien prendre la bonne route comme il fallait parce que bah, on est dans les Alpes, donc il n'y a pas 50 routes, hein. Mm. Donc il faut prendre la bonne parce que sinon, en fait, tu te retrouves à prendre le col de l'autre côté. Et ça change toutes les Et là, étapes. t'es coincé. Et là, t'es coincé. Ouais, Ouais, c'est ça. effectivement. Et du coup, avant de conclure, ça pourrait être intéressant, je pense, que tu puisses dire aux auditeurs comment techniquement t'as fait, quel logiciel t'as utilisé, alors pour tracer, pour faire les profils, comment est-ce que tu t'es débrouillé techniquement? C'est ça. Alors, le site, en fait, pour tracer les parcours en eux-mêmes, donc par exemple, Mantes-la-Jolie, Paris-Champs-Élysées, on va sur un site qui s'appelle gpx.studio.
Et puis, en fait, c'est là où vous allez tracer en cliquant en fait de point en point sur les routes et ça va créer un parcours tout seul. Après, en fait, vous faites donc on exporte le parcours en téléchargeant la trace, on va dire GPS que ça crée, et on va sur le site de la Flamme Rouge. C'est un site qu'on connaît bien parce que c'est eux qui font tous les profils d'étapes. D'ailleurs, je pense au Tour de France actuel. Et en fait, alors évidemment, par contre, il faut un compte sur la Flamme Rouge. Évidemment, c'est gratuit, donc vous vous inscrivez comme vous voulez, avec tout et n'importe quoi. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je faisais nouveau tracé. Et puis après, il y a plein de petits paramètres que vous personnalisez, mais en fait, les plus importants, avant tout, c'est que vous mettez un nom, un pays, les villes départ, villes arrivée, et puis type, évidemment, on met étape. Après, vous mettez public ou privé comme vous le souhaitez. On importe le GPX. Donc il y a la touche pour ça, évidemment. Ça va vous ouvrir vos documents et vous mettrez la petite trace GPS que vous avez téléchargée. Et sur la carte GPS altimétrique de la Flamme Rouge, ça vous trace tout le parcours. Et puis après, en fait, on fait, vous sauvegardez déjà, avant tout, parce que comme ça peut être pas Pas mal. que ça foire. Et puis après, ouais, c'est ça, et ensuite, vous allez dans Mes tracés, donc vous aurez le truc qui est bien enregistré. Et en fait, là, on peut se demander, moi, comment j'ai mis les ascensions, comment j'ai mis les sprints intermédiaires. Tout simplement, quand on va dans Mes tracés, vous avez édité. Donc c'est un petit crayon qui sera tout à droite sur la ligne de votre ordinateur. Et là, vous retrouverez votre, votre GPS qui est bien tracé, comme il faut, nickel. Et vous vérifiez bien que dans le panneau contrôle, vous êtes en éditer le tracé. Et en fait, juste en bas, vous avez toute la case profil et vous pouvez défiler avec votre curseur. Et puis, imaginons, là, je veux rajouter un sprint intermédiaire à Carrière-sur-Seine. Et je clique là où mon petit curseur est à Carrière-sur-Seine. Et donc, ça va être dans particularité du tracé. Donc, c'est un panneau qui est juste en dessous. Et vous allez, de base, automatiquement, ça va mettre que c'est un sprint. Alors ensuite, vous devez faire clic droit à chaque fois sur la petite icône. Donc vous avez tout un tas d'icônes. Donc par exemple, il y a l'icône sprint, donc qu'on voit bien en vert. Euh, L'icône, par exemple, premier passage sur la ligne, ça en fait c'est aussi une icône. Donc ce sera un petit cercle jaune. Donc tu Donc les ça c'est ajoutes pour manuellement du coup à chaque fois. c'est ça, on les ajoute manuellement. En fait, c'est pour décorer un petit peu le Ouais, parcours, que ouais, pas ouais. que ce soit juste Mantes-la-Jolie, Paris, Champs-Élysées, et que bon, encore là, j'ai pas fait trop d'efforts en plus parce que j'ai mis quasi aucune ville. Mais par exemple, je sais pas, je Oui, prends ça c'est l'étape pareil, 12 c'est entre c'est Albi toi et qui rajoutes les villes aussi que tu veux mettre en avant sur ton profil. c'est ça en fait. Par exemple, Ok. l'étape d'Albi-Foix, on a le sprint de Revel, on a Castelnaudary. Alors ça vous met automatiquement l'altitude parce que c'est calculé, parce que eux Mhm. ils ont leur propre altimétrie, donc ça c'est nickel. Et puis, imaginons, vous avez alors la côte des Cases-Asiles, en fait. Vous cliquez sur votre profil sur ce que vous estimez être le début de l'ascension et sur ce que vous estimez être le sommet de l'ascension. Ça va vous mettre deux icônes sprint. Vous cliquez jusqu'à ce que vous ayez une petite émoticône montagne, en fait, tout simplement, sur celle du sommet. Et ça va vous afficher un curseur rouge que vous allez défiler jusque le pied de l'arrivée. Encore une fois, ça c'est à vous à peu près d'estimer ça. Bon, en général, c'est pas très compliqué, hein. Et puis ensuite, alors pour supprimer, alors je me suis trompé tout à l'heure. Pour changer les icônes, il faut cliquer sur clic gauche et pour supprimer les icônes, vous recliquez en fait dessus. Mais là sur la carte en fait GPS, Mhm. vous faites clic droit et ça supprime automatiquement. Et puis ensuite, vous pouvez changer en fait, c'est quoi la catégorie. Donc, si vous voulez que ce soit une quatrième Ah oui, ça c'est catégorie, pareil, c'est toi qui mets voilà, manuellement, c'est c'est pas ça. eux qui mettent Mais automatiquement. c'est eux qui te proposent en Ah oui, fait ils te proposent un truc et puis toi quatrième, tu dis ah bah troisième, non deuxième, celui-là, première, c'est ça. ok,
Ok. C'est ça. Et en fait, après, de toute façon, eux, ils calculeront automatiquement. Donc, et en fait, quand vous avez le parcours final, vous pouvez faire voir. Et pour télécharger, comme j'ai fait, avec les altitudes, vous mettez voir les altitudes sur le tracé. Et puis après, bah, le design, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, j'ai Hmm. fait Tour de France rétro, du coup, Ouais. parce que pour moi, c'était le meilleur affichage du monde. Voilà. J'ai un peu de mal avec Ouais, l'affichage non, mais actuel. c'est bien Je comme ça. suis, Moi, ça je me suis plaît très bien aussi. nostalgique de l'ancien affichage comme ça, tout en jaune. Imaginons, je sais pas, vous voulez tracer une flèche wallonne, bah, vous avez l'affichage de la flèche wallonne. Par exemple, bah, pour l'étape des chemins blancs de Tours, bah, je me suis servi des petites émoticônes qu'il y a sur Paris Tours. Quand on regarde le profil de Paris Tours, c'est exactement les mêmes. Ok, Donc, top, voilà. top. Et puis, Eh ben, puis impec. voilà. Je pense Impec. à peu Oui, bah, près je pense qu'avec avoir, tout ça, ceux avoir qui tout veulent dit. s'amuser à tracer des étapes auront de quoi faire. Et puis s'il y a besoin, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo et du podcast à poser vos questions. Et puis Matt vous répondra bien évidemment. Bah, merci beaucoup pour toutes ces explications. En tout cas, c'était vraiment sympa de faire cette émission avec toi, Matt. Ça sort un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Et ouais, pour le coup, ça permet aussi de réfléchir à comment tracer comment on peut tracer un parcours, quel sens on met derrière chaque étape aussi, et puis encore bah, un grand bravo pour tout le boulot que tu as fait pour ça, quoi. Bah, merci, c'était avec plaisir. C'est quelque chose que j'adore et que je fais depuis quelques années. C'est quelque chose qui avait été fait sur la chaîne aussi il y a Oui, quelques années. Donc c'est exact. c'est quelque chose de super plaisant parce que vraiment on peut y apporter notre touche. Si on veut faire une étape de 280 bornes à la Milan-San Remo, et ben on peut le faire comme on T'as la veut. De toute façon, liberté, voilà. c'est nous qui décidons et puis bah c'est toujours sympa parce qu'après, bah, on le voit de plus en plus d'ailleurs sur les réseaux sociaux, beaucoup font des parcours alternatifs et tout le monde en discute entre eux, Ouais, c'est... donc c'est toujours sympa. Et puis bah, c'est- surtout là, avec certaines étapes qui vraiment étaient quasiment celles que j'avais tracées Ouais, ça c'est avec des villes étapes que j'avais en commun avec eux, ça j'avoue que c'est le ça coup de c'était maître. Ça c'est c'était un le coup de peu maître du c'était un peu traçage. incroyable. Ouais, ouais, c'était un peu incroyable, mais C'est ça top. veut dire j'ai un sens de la devinette parce qu'en plus moi j'ai un truc particulier, c'est que je me réfute et je me refuse à suivre tout ce qui est rumeur de tel truc va être sur le Oui, tour oui, et toi tout tu le parce que fais sinon en comme... fait on sait le parcours Hmm. en fait une semaine avant parce que Oui, bah enfin, c'est terrible quoi. il y a des fuites Là tout le malheureusement temps, je suis donc... tombé sur ça, bah je suis tombé sur ça sur le Giro malheureusement et j'ai bien l'impression que je crois que je connais le parcours du Giro avant même qu'il soit sorti. Ok, top. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Matt, pour l'émission. Pensez du coup à liker la vidéo si ça vous a plu. Hein. N'hésitez pas aussi à nous faire des propositions aussi, pourquoi pas, de parcours qu'on pourrait éventuellement tracer et qu'on pourrait vous présenter sur d'autres courses. On pourrait, je sais pas, revisiter des monuments, même si c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut faire très attention quand on fait ça. Mais voilà, il y a plein de possibilités. N'hésitez pas à aller explorer aussi le logiciel, comme vous l'a expliqué Matt, pour vous faire plaisir et tracer des parcours. Ça peut être sympa si vous vous ennuyez des courses pendant l'hiver. Et surtout, bien évidemment, avec un parcours comme nous a tracé Matt, il faut bien penser à s'alimenter, car même sur les parcours fictifs, la fringale guette. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao, et merci beaucoup Matt. Allez, ciao tout le monde avec plaisir.